Les bas et les airs, Jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec un homme et une femme. Un grand homme et une grande femme. Un couple. Lilith et Chacha sur Instagram. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, vous allez bien? Merci Bouba de nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur. L'honneur est pour nous. Ah oui, pour nous aussi. Parce que, voilà, quoi, pouvoir être ici. Pouvoir être ici, que tu te permettes justement de nous donner la parole dans un média libre. Être ici aujourd'hui pour parler de ce dont on va parler. Très peu de médias. Faut que tu parles bien proche de ton micro, s'il te plaît. Très peu de médias le font réellement. Et du coup, je te remercie vraiment de l'opportunité que tu nous amènes aujourd'hui. Merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Vous avez fait une marche pour alerter sur le scandale du chlordécone. Donc, Chacha et Lilith, vous avez fait une escale dans le sud Gironde, dans votre parcours de sensibilisation par rapport à l'affaire de ce pesticide qui a empoisonné les Antilles depuis un certain nombre d'années et qui a des répercussions même jusqu'à aujourd'hui. Marcher sur les routes pour alerter sur les ravages du chlordécone. C'est le défi que se sont lancés Lilith, martinico-guyanaise, et son compagnon Chacha. Partis de la région parisienne le 30 juillet, ils ont déjà parcouru plus de 300 km. Objectif, Toulouse pour la fin du mois d'août. Regardez ce reportage aux alentours de Nantes. C'est sur les bords de la Loire, à son plus bas niveau, que l'on retrouve Lilith et Chacha. 35 km prévus pour l'étape du jour, sous des températures qui dépassent les 36 degrés à l'ombre. Un défi sportif, mais aussi symbolique. Tout le parcours était en fonction des marathons. Les marathons, c'est 40 km en 3 heures. Nous, on le faisait en une journée. Pour des personnes qui ne sommes pas... on est des sportifs, mais on n'est pas des pratiquants, on ne fait pas partie de club ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'était vraiment symbolique de se dire on fait un marathon. Parce que le combat du chlordécone est tellement compliqué, est tellement difficile que oui, c'est un marathon. À la mi-journée, la pause s'impose, notamment pour recharger les appareils électroniques. Important, sinon on ne tient pas. Un des objectifs de leur marche, c'est d'informer les gens qu'ils croisent sur les dangers du chlordécone. Et leur phrase d'introduction est déjà bien rodée. On marche pour parler du chlordécone et du cancer. Et on a remarqué quand on parlait directement des maladies du cancer, ça interloquait beaucoup plus les personnes. Parce que dire le chlordécone, pour eux, les gens ne savent pas du tout. Et quand on parle du cancer lié au chlordécone et du coup lié à la production de bananes... Madame et monsieur, Chacha et Lilith, avec vos mots, qu'est-ce que le chlordécone? Très simplement, le chlordécone est un pesticide très dangereux, on va faire très simple, très dangereux qui a été utilisé... Tu parles vraiment, attends, ton micro, il faut que tu te rapproches bien de lui. Un pesticide très dangereux qui a été utilisé justement dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe et au Cameroun en essai, à titre d'essai, depuis les années 1964, jusque officiellement 93. Officieusement, on dira, moi je pousserais jusqu'à 2010, sachant qu'il y a eu 8 tonnes qui ont été retrouvées dans un hangar à bâton en Guadeloupe. Donc 8 tonnes, ça veut dire que les stocks ont eu le temps d'être reconstitués. Donc c'est un pesticide qui permet d'éliminer le charançon du bananier et du coup, forcément, de préserver la banane. Voilà, donc un pesticide vraiment hautement dangereux, toxique, écotoxique et reprotoxique. Du coup, on va se regarder une vidéo qui va un peu plus détailler ce que c'est que ce pesticide qui est le chlordécone. La deuxième vidéo, s'il te plaît. Près de 100% de la banane est destinée à l'exportation vers la France et l'Europe. Un secteur qui concentre 10 000 emplois en Martinique et en Guadeloupe. Taux de chômage en Martinique, 15%. En France, 9%. Chez les jeunes, près de 36% en Martinique contre 21% en France. Sur les 22 000 hectares de surface agricole utile que compte la Martinique, 6 000 sont occupés par la banane, 4 000 par la canne à sucre et seulement 3 000 par les cultures maraîchères. 40% des terres agricoles martiniquaises seraient contaminées par le chlordécone. Un pesticide organochloré officiellement utilisé de 1972 à 1993, mais jusqu'en 2002 selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Serge Letchimy. La structure en cage de cette molécule, majoritairement enfermée par des charançons du bananier, est ultra persistante puisque nos sols, nos cours d'eau, nos eaux côtières en sont contaminés pour encore 700 ans. 92% des Martiniquais et des Martiniquaises et 95% des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes sont aujourd'hui empoisonnés par ce pesticide cancérigène, reprotoxique et neurotoxique du fait des béquets de l'État français.
Si la construction de ce problème de santé publique de taille par le politique tend à invisibiliser la litanie de produits phytosanitaires employés dans les bananeraies, il faut rappeler que de 1960 à nos jours, plus d'une soixantaine de substances actives ont été appliquées dans celles-ci. Un rapport de l'Observatoire national de l'eau en Martinique a révélé qu'en 2017, 49 produits phytosanitaires ont été détectés dans les cours d'eau. Sur les 46 ayant été quantifiés, 23 étaient interdits à la vente. Les béquets occupent une position hégémonique au sein de l'économie martiniquaise. Si Bernard Ayotte n'est pas un maître esclavagiste, il est le maître de la Martinique. Son groupe Bernard Ayotte a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros pour l'année 2019. La fortune de la famille Ayotte est aujourd'hui estimée à 300 millions d'euros. Éric Delucy, un béquet, l'un des directeurs généraux du groupe Bernard Ayotte, est également président de l'UGPBAN, qui est l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. En Martinique, la filière a été réorganisée en une seule organisation de producteurs, Banamart, dont le président est, là encore, un béquet, Nicolas Marot-Desgrottes. La caste béquet est une grande famille et chez les béquets, on travaille en famille. Entre 2000 et 2020, le nombre de producteurs de bananes a chuté de 50%. La raison ? La concentration des terres. Seulement 15% des planteurs, les béquets, détiennent 80% des plantations. La façon dont a été construit le discours historique vise à discréditer toute forme de lutte contre la République, qui a bien voulu accorder aux Martiniquais et Martiniquaises une citoyenneté au rabais, bien différente de celle dont jouissent les béquets, laquelle est augmentée et seigneuriale. Rappelons que ce qu'on appelle les béquets sont ces familles de descendants d'esclavagistes de l'époque qui aujourd'hui représentent 1% des Antilles et qui maîtrisent et contrôlent la majeure partie des commerces et des richesses aux Antilles. Monsieur Chacha. Ah tout à fait. Alors, le reportage de Canel est vraiment quelque chose de super que nous, on s'est permis de... Et déjà, merci Canel. Rapproche le micro de... Merci, un grand merci à Canel. Ce reportage est pour moi très très important à voir si on veut comprendre de quoi et toutes les dimensions qui viennent se coller au chlordécone, parce qu'effectivement on parle d'un pesticide, mais Lilith derrière expliquera plus en détail la mise en place, certainement la mise en place de ce fameux chlordécone. Mais donc aujourd'hui, oui, voir le reportage de Canel est pour moi indispensable parce que c'est un problème qui est totalement invisibilisé en France, sur la partie de l'Hexagone. Le but de la marche, justement, était de sensibiliser les gens sur l'application des pesticides aux Antilles. Dans les 2 premières vidéos qui ont été présentées, il est vrai que un aspect sportif sur la première vidéo est beaucoup mis en avant et on ne marche pas pour le sport, on marche surtout pour un collectif qui était le collectif et qui est toujours le collectif des ouvrières agricoles empoisonnés aux pesticides et son président, monsieur Yvon Serenus. Là était vraiment le but de notre démarche et on a voulu traverser la France parce qu'on s'est rendu compte, et on le sait déjà, que partout sur la partie de la France hexagonale, on a des problématiques qui pourraient se rapprocher, on va dire une version très très soft, une version très très enfantine du chlordécone, et je pèse mes mots et je m'en excuse pour toutes les communautés paysannes qui pourraient se sentir insultées par mes propos. Loin, très loin de moi cette intention. C'est juste que malheureusement, par exemple, le glyphosate n'a pas les conséquences du chlordécone. Et comment le problème est traité, on ne peut pas dire que c'est similaire. Les empoisonnements dont on a pu entendre parler en arrivant dans la région de Bordeaux par rapport à énormément d'ouvriers agricoles qui se sont plaints et qui font remonter le problème des pesticides employés pour les viticoles et les conséquences que ça a engendré sur des malformations congénitales et autres sont des problèmes qui sont remontés quand même avec beaucoup plus de facilité, si je peux me permettre, bien que les gens aient dû se battre. Là n'est pas la question. En comparaison avec un homme comme monsieur Serenus qui se bat depuis le 14 février 1974, et certainement même avant, je ne voudrais pas écorcher son combat, eh bien, l'information ne remonte tout simplement pas. Le but de la marche est, je pense aussi, vraiment de montrer aux gens à quel point et à quel prix est-ce que nous, on peut manger de la banane.
Et je vous dis ça alors que moi, le premier, tous les matins pendant 5 ans, je me suis fait mon smoothie banane-fraise. Et sans comprendre un seul instant que ça amenait à ça. Alors bien sûr, après, on ira plus tard, je pense, sur le sujet de la question des droits des ouvriers agricoles. Et quand on ira là-dessus, je pense que les gens verront aussi davantage, mince, pour mon petit plaisir, j'ai envie de dire gustatif, ça a amené à ça. Et situation qu'on redétaillera dans un autre sujet. Il y a des chiffres qui sont effarants. 92% de la population martiniquaise est contaminée par ce chlordécone et 95% de la population guadeloupéenne. Et rappelons que ce chlordécone a été interdit en France depuis les années 70, me semble-t-il. 90. Alors 90, précisément ouais, dis-moi. 90, c'est bien ça, 90 sur le sol hexagonal et 93 dans les Drômes. Ok. Donc c'était juste, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ce chlordécone est à l'origine de divers cancers, notamment Oui. de la prostate. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. 90% de la Martinique est touchée, 96% de la Guadeloupe est touchée par le chlordécone. Et là encore, il s'agit de dépister les hommes qui ont le cancer de la prostate. Mais les études n'ont pas été poussées concernant les femmes. Parce qu'il y avait des femmes aussi qui ont travaillé sur les bananeraies. Des enfants ont été exposés au chlordécone sur les bananeraies et dans leur habitat. Et ça n'a pas été encore expertisé. Aujourd'hui, on se retrouve aux Antilles avec beaucoup de problèmes dans les grossesses, beaucoup de problèmes dans le développement cognitif des enfants. Ils ont beaucoup de difficultés à apprendre des choses. On se retrouve avec beaucoup d'enfants qui révèlent avoir des troubles autistiques et aussi besoin d'orthophonie. Beaucoup de femmes avec de l'endométriose. Probablement, on croit, on pense, on suppose, mais c'est une supposition que ça joue aussi sur les poumons, que ça joue sur tout le système reproducteur, donc c'est reprotoxique, que ça joue sur la grossesse, comme je disais, et ça provoque énormément de choses. Et au-delà, en plus des personnes qui ont travaillé sur les bananeraies, ça touche également les personnes qui n'ont même pas travaillé sur les bananeraies. Donc ça se transmet dans le cordon ombilical et dans le documentaire de Canel, on est très bien documenté dessus. Ça se transmet aussi dans le sang justement aux enfants qui après, eux, quand ils naissent, soit développent des tares, soit développent des malformations et toutes ces choses-là. Et tout ça, en fait, est totalement invisibilisé, on n'est pas au courant. Alors c'est vrai qu'on a mis en lumière le cancer de la prostate, mais les médecins aujourd'hui s'arrêtent à là. Les médecins et la recherche s'arrêtent à là, à se dire qu'on le cantonne au cancer de la prostate. Ça crée une espèce de petite soupape de sécurité où on ne cherche pas à aller voir le risque qu'il y a après. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des droits des ouvriers agricoles, car vous représentez cette entité aussi. Alors, dis-moi plus, s'il te plaît. alors voilà, je vais mettre des parenthèses sur ce que je dis parce que c'est un sujet où j'ai de plus en plus d'informations justement par l'intervention de Monsieur Sérénus, que je salue, et je salue aussi toutes les personnes qui se sont battues dedans. J'ai apporté ici sur le téléphone des documents que je te ferai suivre s'il est possible de les faire suivre, bien sûr, avec l'accord du président du collectif. Des documents où je vais vous en donner quelques-uns, où on va parler en fait du salaire, vous voyez, d'un ouvrier agricole. Donc voilà, je te laisse regarder par toi-même en même temps. Et voilà une fiche de paye par exemple, là, allez, 117 francs. 117 francs pour une semaine de travail. Alors il faut savoir que de 1974 à 1996, bien sûr, je ne suis pas historien, moi je suis un simple ouvrier. Et si jamais j'écorche une date, je vous demanderai d'avoir un peu d'indulgence. Mais pour résumer la situation de 1974 à 1996, et on mettra en parenthèse sur le 96, les ouvriers agricoles étaient, pour ceux qui étaient reconnus, on estime à environ 33% de la masse ouvrière déclarée légalement par les employeurs des bananeraies. Et on estime en même temps que ces 33% n'auraient été déclarés que 3 à 6 mois par an. Aussi, si vous voulez regarder la situation dans son ensemble, considérons que vous avez travaillé dans un bananeraie, vous avez une retraite déplorable, du coup, puisqu'elle est calculée sur les revenus que vous avez fournis sur différentes années de travail et indemnisation. Aujourd'hui, vous avez 4 ou 5 cancers. Et étant donné que c'est aussi un des problèmes qui est lié dans le reportage de Canel, c'est pourquoi je fais aussi un rappel dessus, mais étant donné que les infrastructures sanitaires sont délaissées,
dans les DROM, notamment dans les Antilles, eh bien, on ne peut pas faire d'études réelles de ce qu'il se passe. Du coup, cette personne qui n'a absolument aucune indemnité va devoir se faire soigner. Pour le faire, elle va essayer de venir sur l'Hexagone. Si quelqu'un a une solution, là, pour terminer le mois avec 283 €, faut qu'il nous appelle, parce que nous, on est preneurs. Et là, on parle d'une personne qui vient, une personne certainement, vu la situation, une personne âgée, et cette personne âgée va venir avec des moyens déplorables pour être traitée. Est-ce qu'elle sera traitée? Qui va l'entendre? Je crois que... Je ne crois pas, je constate avec énormément de tristesse qu'on a tout un tas d'organismes dans notre pays qui sont censés venir protéger et venir en aide aux ouvriers dans une difficulté ou dans un régime d'exploitation très violent, pour ne pas employer d'autres mots qui arriveront certainement plus tard. Je pense que là, il y a eu un lâcher complet. Il y a eu des œillères qui ont été mis, il y a des ouvriers qu'on ne voit pas. J'ai appris dans mes recherches que les ouvriers agricoles de base touchaient déjà des retraites moindres. Mais là, on peut refaire une case. Il faut faire une case et on doit aujourd'hui accepter en France que les droits ouvriers de la France de l'Hexagone ne sont pas les droits ouvriers de la France des Drômes. Voilà ce que montre aussi le chlordécone. Mais comment vous expliquez ce mépris, cette indifférence des autorités françaises vis-à-vis des ouvriers agricoles, des DOM? Alors, ça monte de l'histoire. Les gens ont tendance à l'oublier, mais l'histoire est très présente. La sociologie même des personnes aux Antilles est très présente, dans le sens où comment a été instaurée cette histoire de surproduction déjà. C'est après la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, accompagné de deux familles, je ne donnerai pas les noms là aujourd'hui, on les retrouvera sur mon mémoire qui est disponible en ligne. De Gaulle, en fait, s'est fait conseiller par deux familles qui ont des très gros postes au niveau de l'État, mais à côté, c'est des familles qui sont des familles de béquets. Donc De Gaulle s'est fait conseiller par des familles de béquets pour parler de ce qu'il faudrait faire aux Antilles concernant la production alimentaire. À partir du moment où il s'est fait conseiller par des gens comme ça, qu'ils le veuillent ou non, ces gens-là ont toujours dans leur façon d'être ce mépris de la personne noire. Pourquoi? Parce que les béquets, je le rappelle, sont quand même des anciens esclavagistes. Et ils ont intégré ça dans leur champ de fonctionnement. Donc, Monsieur de Gaulle, aussi glorieux soit-il dans l'histoire française, nous a emprisonnés en fait en choisissant de se faire conseiller par des personnes comme ça. Et c'est à partir de ce conseil-là en fait qu'ils ont scellé un peu notre avenir, nous en tant que personnes antillaises. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire de la surproduction et après forcément de chercher des pesticides à bas prix. À bas prix, qu'est-ce qu'ils ont mis du ciel? Le chlordécone. Le chlordécone qui était connu depuis les années 63 comme étant toxique. C'est connu des universités américaines. On sait très bien que la France et l'Amérique travaillent ensemble. On ne va pas me faire croire qu'ils ne savaient pas que c'était toxique et reprotoxique. Ils le savaient très bien, ça a été testé très tôt. Donc dès les années 60, on savait déjà que c'était toxique. Pourtant, on a quand même défendu ce produit, du moins ces gens-là, ce petit groupe d'experts a défendu le produit en disant que oui, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Ce n'est pas cher. Ça permet un rendement efficace, allons-y. Et puis après tout, qui sont sur les terres? Nous, les personnes noires, des personnes noires qui ne sommes pas respectées, qui ne sommes encore vues comme des biens meubles aux yeux de la société française. Et je pèse mes mots quand je le dis, on est vu encore comme des biens meubles. C'est pas grave qu'on pollue les personnes et qu'on pollue les terres après tout. Tant que l'esprit de lucre est là et qu'il fonctionne, on y va. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et ce mépris, voilà, descend de l'histoire aussi. Les gens ont beaucoup de mal à l'entendre, mais j'appuie beaucoup dessus parce que la construction même des relations entre noirs et blancs aux Antilles, qu'on le veuille ou pas, est née dans la violence et dans le mépris et dans le classement d'une partie de l'humanité hors de l'humanité. Et ça vaut pour les Antillais, mais ça vaut pour les personnes noires en général. Cette manière de nous mettre hors de l'humanité dans ce classement, dans la hiérarchisation des personnes, fait qu'aujourd'hui encore, on est en train de se battre sur un problème de chlordécone qui date des années 70. J'ai 35 ans, je suis en train de récupérer un combat que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents faisaient déjà. Et là, c'est là où il faut se poser des questions. De pourquoi ça prend autant de temps? Parce que ce sont des personnes noires qui sont touchées. Je ne pense pas que ça aurait eu la même portée si ça avait été des personnes blanches qui auraient été touchées. Et désolée, je ne veux pas choquer les gens, mais c'est la réalité des choses, c'est un fait.
C'est un fait. Tant que ça touche d'autres personnes, d'autres populations, et je parle là de toute population confondue, ça nous regarde, tout le monde s'en fiche un peu parce que c'est des personnes qu'on n'estime pas trop. Dès lors où ça touche malheureusement le groupe des personnes qui sont de couleur blanche, et bien là, tout le monde s'affole. Et je dis ça parce que, un exemple tout simple, hein, il y a eu il n'y a pas longtemps un message qui disait oui, la Bretagne a connu un problème d'eau, une pénurie d'eau sans précédent. Sans précédent parce que ça touche la Bretagne, mais la Guadeloupe qui a des problèmes d'eau depuis plus de 60 ans. C'est un problème, mais comme ça touche des personnes noires, et ben on n'est pas au courant. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en vacances en Guadeloupe, en Martinique, qui ne sont même pas au courant qu'il y a pas, soit il n'y a pas d'eau, soit l'eau contaminée au chlordécone, et qui consomment, qui eux peut-être aussi consomment des produits locaux, et qui eux peut-être aussi ramènent aussi une petite part de chlordécone avec eux. Donc même ça, nous mentir à nous, les personnes noires, c'est leur habitude, mais au-delà de ça, ils ne protègent pas en fait l'ensemble de la nation. Parce que tout le monde aujourd'hui peut être touché par le chlordécone et on ne le sait même pas. C'est ça le plus grave. Vous représentez le collectif Doubout, qui est aussi à la recherche de dons. C'est ça Alors le collectif, ça ne s'appelle pas Doubout. Excuse-moi. C'est pas grave. Leur slogan s'appelle Doubout pour réparation. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est vrai qu'il y a déjà eu en plus, Doubout pour réparation. Voilà, le slogan s'appelle Doubout pour réparation. D'accord. Mais on représente le collectif, j'ai le t-shirt aujourd'hui sur moi, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. D'accord. C'est un très grand nom, mais qui est très important. Ah, mais c'est important. Chaque mot Très grand est un très grand problème et c'est très important. Donc, on représente le collectif avec la bénédiction et l'accord, bien sûr, de M. Yvon Sérénus et de tout le collectif, parce que c'est une grosse équipe qui travaille là-bas et qui nous a permis, nous, de se saisir de ce problème-là ici en Hexagone. Donc, je les remercie aussi de la confiance qu'ils nous ont accordée. Et voilà, donc du coup, oui, on représente le collectif des ouvriers agricoles de M. Yvon Sérénus. Du coup, je sais que vous faites aussi une campagne par rapport au fait que vous êtes à la recherche de financement ou de... Alors, je voulais juste dis-moi. Rajouter quelque chose aussi qui me paraît important. C'est que je crois que quelque chose qui pourrait aider, attention, c'est pas une solution en soi, mais je pense que déjà en France, on devrait commencer par l'acceptation de nos erreurs et reconnaître. Par exemple, si on suit l'école ici, on n'entend jamais parler de la Saint-Valentin sanglante. On ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, c'est arrivé en France. N'en déplaise à qui ça déplaira d'ailleurs. On nous parle toujours de mai 68. Mai 67. Merci. Comment peut-on en parler sans parler de ce qui, en définitive, est l'investigateur de tout ça? Et c'est, je crois, le plus gros problème aujourd'hui de la France, c'est l'éducation en elle-même. Et je vais me permettre un petit truc, parce que je suis à la radio et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé. Je pense aidera beaucoup de monde dans cette société qui, je trouve, être malade. Le modèle occidental, je ne crois pas, soit la solution, sans quoi, aujourd'hui, on ne serait pas dans une telle panade. C'est très compliqué pour nous, occidentaux, d'arriver à le comprendre. Et je pense que le regard que nous avons de nous-mêmes est faussé. Et je crois que dans les lectures aujourd'hui qui sont proposées à notre jeunesse, on devrait proposer d'autres lectures. On devrait proposer Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, devrait être un livre connu de tous. Exactement. Voilà, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui pourrait, je crois, dans le long terme, amener à la réparation, parce que c'est bien pour ça qu'on est là. Si on ne reconnaît pas la souffrance d'une communauté qui a été oppressée et qu'on lui demande de courber les chines, en fait, c'est impensable, c'est incompréhensible. Il n'y a aucune logique dans ma phrase. C'est pas possible. Voilà. Et puis, les exemples sont nombreux, mais pour ne pas dévier le sujet, qui est le chlordécone et les buts de la marche. Mais c'est trop fort parce que j'allais vous parler de tout ça. Mais ça va ensemble. J'avais noté mai 67. Mais c'est magnifique. T'as totalement raison, ça va totalement ensemble. Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr, l'éducation est à revoir. L'éducation, parce qu'elle crée un espèce de roman national qui met une partie de l'humanité en bonne position, l'autre partie en mauvaise position. Et en plus, on apprend à l'autre partie qui est en mauvaise position de leur dire que c'est par votre faute, en fait. C'est vous qui avez vendu les vôtres, c'est vous ceci, c'est vous cela. Oui, en plus. Oui. Sans jamais parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de tout ça. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. On a tendance à nous dire, ouais, mais les Noirs, vous avez vendu les Noirs. Mais on parle de la collaboration.
Est-ce que c'est nous, à la collaboration, qu'avons donné nos amis français juifs? Je ne crois pas. Donc ça, c'est une manière aussi de toujours nous culpabiliser et de nous dire, bah, finalement, vous l'avez un peu cherché. C'est d'une tristesse. En fait, c'est vrai que je rebondis ce que dit Chacha. Tant qu'on ne fait pas le travail un peu dans l'éducation, et ben, du coup, les mentalités ne changent pas. Et voilà, je vais appuyer. C'est un sujet d'actualité là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une tirade très très violente qui est sortie dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, tout le monde en fait débat. Je rebondis sur l'analyse de Lilith qui disait que c'est triste parce que suite aux propos d'un membre Front National, du coup, on n'a pas la question qui devait poser problème. C'est triste parce que, comme tu l'expliquais, cette question va être décalée et voilà, donc ça, c'est dommage. Par contre, c'est incroyable la solidarité qu'on peut donner à l'Ukraine parce qu'ils conduisent les mêmes voitures que nous. Voilà, je sais plus quoi dire. La référence, c'est BFM TV. Oui, la référence pour les mêmes voitures que nous, c'est BFM TV. Donc, si vous voulez, quand on en est là aujourd'hui, quand on accepte l'immigration, quand on accepte l'immigration en fonction en fait, du taux de mélanine et des origines culturelles, bon, il y a un moment, voilà, quand on parle de système vicié en Occident, quand on dit qu'on arrive au paroxysme de la bêtise, voilà, on y est dedans. On a quand même un gouvernement qui nous dit aujourd'hui... faudrait rouvrir l'immigration parce que bon, on a besoin des petites mains, quoi. Hein, parce que l'immigré, alors je précise aussi, c'est pas mes mots, hein, c'est une fois de plus sur nos discussions, c'est le français est expatrié partout. Le pas français est immigré en France. Un petit peu différent. Vous voyez, on a tout ça. On pourrait jouer sur plein d'autres choses. Avant, c'était les gardiens de la paix. Aujourd'hui, c'est les forces de l'ordre. Regardez ce qu'ils font, etc., etc. Mais vous voyez, je crois qu'on est, moi, dans un monde malade qui s'aime comme il est et qui fait tout pour rester comme il est. Et malheureusement, comme ce qui est dit souvent et qui fait peur à des gens. Alors maintenant, quand des communautés opprimées se soudent et qu'ils ont le malheur de parler et ils veulent faire la révolution et foutre le feu partout, je ne crois pas. Mais je crois qu'un réveil, tôt ou tard, devra arriver justement par la vraie éducation. Et non plus par, comment tu appelles ça déjà? Le roman national. Merci, le roman national. On arrive à la fin de notre entretien. Vous êtes un couple. Vous êtes dans une cause commune, dans un combat commun. Est-ce que ce combat a encore plus cimenté l'amour qui est entre vous? Tu vois? Ça a été... alors, le combat nous a cimenté parce on a déjà cette optique-là d'avancer et de faire au mieux pour aider la communauté humaine. Voilà, on va résumer ça comme ça. Cimenté, oui. Je trouve que oui. Après, on a eu des coups de gueule. On est un couple, donc forcément, tout à fait normal. Magique. Mais des anecdotes bonbons, les garçons, si vous saviez. Si tu savais pourquoi j'ai la tête truffée mais à Nantes, il y a une histoire. Mais à côté de ça, oui, c'est parce que c'est un combat qui nous tient à cœur. Et il avait déjà ce combat-là avant de me connaître. Beaucoup de personnes l'ont essayé de faire passer pour un récupérateur. Non, il avait déjà ce combat-là avant de me connaître. Moi, je l'ai un peu plus indiqué et je lui ai ouvert les yeux sur certaines choses qu'il n'avait peut-être pas vues parce que de sa dimension, il peut pas tout voir non plus. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est mon partenaire de vie. C'est mon partenaire de projet. Avec lui, je me vois déplacer des montagnes, chose que j'aurais peut-être pas fait toute seule. Donc, voilà. À côté d'une... Je vais te... Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais répondre. Voilà, moi, je suis tombé sur Lilith. Effectivement, j'avais déjà moi mes combats de cœur, donc si on s'est aimé, c'est aussi parce qu'on s'est retrouvés sur plein de choses où on est en accord, mais le travail qu'elle a fait, la détermination et tout, c'est quelque chose que j'admire. Voilà, au-delà du fait que tu sois la femme que j'aime, les gens qui se battent comme ça, qui vont au bout de leur projet, c'est quelque chose que j'admire. Je suis littéralement admiratif. Quand on est parti quand j'ai vu tout le travail qui a été fait et que je l'ai vécu du coup à ses côtés, moi-même j'ai ouvert les yeux sur certaines choses où je pensais avoir compris, mais il y a une différence entre penser, comprendre et vraiment constater, je crois. Donc ça m'a ouvert les yeux aussi sur d'autres choses, ça me fait beaucoup de bien. Mais à côté de ça, ça a été dur, c'est pris la tête fort. Mais c'est aussi pour ça que je t'aime, c'est une guerrière. Voilà, pour vous donner une anecdote, cette jeune femme, elle s'est tapée 19 bornes, pieds nus,
40 degrés. Ça veut dire, imaginez le goudron à 14h de l'après-midi comme il est chaud. Elle était en chaussettes. Elle m'a fait 18 bornes jusqu'à être à 2 doigts de se tuer un genou. En fait, j'avais elle un a problème de continué, chaussures Et elle et a j'avais trop mal au continué pied. 600 et quelques kilomètres dans cet état-là. Ouais, moi, je vous suivais le soir sur Instagram. Ouais, Je- magique. D'avoir un partenaire dans la vie est pas simple et nous, on n'est pas les plus à plaindre. Mais d'avoir un partenaire où on sait qu'on peut avoir des hauts, des bas, c'est pas ces petits hauts et bas qui feront que le couple est friable. Voilà. Dans une société où on pratique la relation Kleenex, on va dire, on prend, on utilise, on jette, tomber sur quelqu'un de vrai, ouais, bien. Là, voilà, c'est beau, magnifique. C'est beau. J'applaudis tout seul. Merci. C'est beau, ce témoignage d'amour. Est-ce qu'avant que tu coupes, je peux juste faire un petit message Dis-moi. très rapide? Oui, Un petit message très rapide parce que le problème du chlordécone, il est combattu très très fortement aux Antilles. Il faut savoir, et très important que tout le monde le sache, que on a un procès qui s'appelle les 7 d'Océanis, on est en plein dedans. Le comité 13 janvier, en fait, qui se bat contre les injustices du chlordécone, a voulu faire une action de mobilisation et en fait, ils ont été arrêtés. Alors que ce sont juste des militants, donc des militants qui militent, donc qui ont le droit, il me semble, constitutionnel de militer. Donc, je voudrais faire une dédicace à Christian le Gilet jaune, à Volcan et son fils, à Frédéric, à Maxime, à Guillaume, à Kezia et à Alain, et leur dire que je suis tout cœur avec eux, parce que les 7 d'Océanie, on les appelle comme ça, parce qu'ils ont été attrapés là-bas. Les 7 d'Océanie, c'est des guerriers, selon moi, qui se battent contre toutes les injustices et contre le chlordécone. Et merci à DJ de la Team DK d'en avoir parlé, et à Malou aussi. Merci à eux de leur donner aussi cette lumière-là. Et moi, j'espère aussi, merci à toi. Il faut savoir que la plupart ont été expédiés ici, donc à 8000 km des Antilles, chose qui n'est jamais faite. D'accord ? Là, ils ont été pour des petits délits en plus. Oui, il y a eu de la vandalisation, c'est vrai. Mais vandalisation de quoi ? Eh ben, de nous bourreaux, c'est-à-dire Joséphine de Beauharnais. On sait très bien qui est l'ex-femme de Napoléon. Tous ces symboles-là. Elle rétablit l'esclavage. Voilà, exactement. Et en fait, il a fallu les gens se battent, en fait, et on arrive à les enfermer, à les faire passer pour des sauvages, encore une fois, à les faire passer pour des incultes. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font, qui ne sont pas stupides, et qui ont été enfermés parce que on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, aux Antilles, on est en dictature. Et je le dis, c'est des mots que je pèse très fort et je regarde droit caméra. Aujourd'hui, on est en dictature. Celle-là, alors je le dis. Aujourd'hui, on est en dictature aux Antilles. Les gens qui se battent sont envoyés en prison, sans procès. Et s'il y a des procès manu militari, ils sont maltraités. On a vu les vidéos de violences sur Kezia, les violences policières. Donc voilà, je apporte mon soutien aux grands frères et j'apporte mon soutien à tous les Antillais qui voudront se battre avec nous contre les injustices du chlordécone et tout ce qu'elle provoque autour. Moi, je t'en prie. Non, je suis de tout cœur avec ce qui vient d'être dit. Un gros soutien. Je voulais me permettre d'ajouter que dans le harcèlement que pratique le gouvernement sur les Antillais qui se rebellent, eh bien, il faut bien comprendre qu'on délocalise ces gens. Ça veut dire qu'on les envoie en prison en hexagone. Si vous connaissez le monde carcéral, vous savez ce que ça veut dire d'aller en tôle quand on peut rien avoir, même pas 1 euro. Il faut le comprendre. Pas de Ça veut famille dire non plus, de rien. visite, rien. Voilà, rien, même pas une clope. Même ça, c'est pas possible. Donc ça, il faut, je crois, absolument le voir. Je voulais en profiter aussi pour faire un gros remerciement au collectif Sororité et à sa présidente. Exactement, c'est ce que j'ai t'allais me laisser le temps pour ça aussi Non, mais du coup, voilà. Mais voilà, sans le collectif Soro, sans toi, présidente du collectif Soro, on aurait peut-être fait cette marche, mais on aurait dormi à même le sol, ou on aurait dormi sans tente. On n'aurait pas pu. La marche a été faite sur notre budget. Si le collectif Sororité n'était pas venu nous aider, on n'aurait pas pu marcher dans ces conditions-là, ça c'est sûr. Donc vraiment un très gros merci. Exactement. Moi, je suis fière de faire partie de cette sororité-là. C'est vrai que je devais être accompagnée de quelqu'un avec moi, mais il y a eu un désistement, on n'a pas pu malheureusement. Donc je représente aussi le collectif Sororité et le collectif des ouvriers. Et sans la sororité, on n'aurait pas fait tout ça. Vraiment, on n'aurait pas fait tout ça. Elles nous ont permis de rencontrer beaucoup de personnes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées grâce à la sororité qui m'ont permis de porter ce message du chlordécone. Donc merci à toutes les filles du collectif. Et Fatima, ma présidente, moi je te remercie infiniment. Voilà, merci d'être là et merci de ce que tu es. Ça va. Je voulais continuer sur cette même lignée. Je vais vous faire un petit rappel.
On a marché suite aux mémoires de Lilith, suite à notre contact avec le collectif des ouvrières agricoles. Il y a une cagnotte qui est en ligne. En en-tête d'émission, je vous ai expliqué une histoire qui est réelle. Je n'ai pas le nom de la personne et par respect pour les individus, sachant qu'elle n'est pas seule, il y a plusieurs personnes qui viennent en France pour avoir des soins avec des retraites misérables. Le but de la cagnotte, il n'y a aucun intermédiaire dessus, il n'y a pas de Croix-Rouge, etc. Nous, on a marché, il y a une cagnotte, cet argent va directement au président du collectif pour les victimes, car eux savent de quoi ils ont besoin. Comprenez bien qu'on est dans un monde où tout marche à l'algorithme. On a fixé une cagnotte à 50 000 €. Je sais, ça paraît être un gros chiffre, mais réfléchissez donc à ça. Admettons que vous êtes 50 000 à entendre le message aujourd'hui, et que vous tous, à 50 000, vous me posez ne serait-ce qu'1 euro symbolique. Il va y avoir deux effets. Le premier, c'est qu'effectivement, il y aura cette somme. Cette somme permettra aux victimes d'être indemnisées et aidées. Ça ne permet en fait un bon début de chantier, je suis d'accord avec toi. Ça ne serait qu'un début, hein, je précise bien sûr que ça ne serait qu'un début. Mais toujours est-il que derrière, il y aurait donc un algorithme qui dirait qu'environ 50 000 personnes ont donné pour une cause. On ne peut plus invisibiliser un problème où il y a autant de personnes qui sont en train de donner. Je suis pas là à vouloir voler votre portefeuille, pas du tout. Mais en tout cas, si vous êtes un minimum sensible à cette cause, si en regardant, et j'insiste, le reportage de Canel, Décolonisons l'écologie, le titre est très parlant. Exactement. Vous en prenez les enjeux et vous êtes comme nous touchés par ce combat. Posez 1 euro dans cette cagnotte, parlez-en. Plus on en parle, moins le problème peut être invisibilisé. C'est un scandale aujourd'hui, dont le nom de ton mémoire. Scandale et controverse du chlordécone. Voilà, c'est un véritable scandale dans le cadre où aujourd'hui, on n'est pas dans un simple problème de pesticides, on est dans un problème sanitaire. C'est un problème sanitaire et ça ne peut pas être mis de côté. On connaît malheureusement le traitement qui est fait actuellement et je ne pense pas que rentrer dans un système de fatalité nous rendra gloire ou honneur, bien au contraire. Donc voilà, un gros appel à tout le monde, venez sur les liens Instagram et TikTok, non pas pour notre notoriété, vous noterez que nous ne donnons pas nos identités, on n'est personne, on n'est que des représentants, venez pour partager le message, parlez-en. Plus de personnes mettront 1 euro, plus de personnes pourront avoir une fin de vie digne. Et je dis bien une fin de vie digne. En vous remerciant. Merci. Merci à vous, Chacha et Lilith. Je salue Maxime, l'ingénieur, qui me regarde parce qu'on doit partir depuis. Et les enfants aussi qui sont là-bas. Oui. Voilà. Coucou. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup.